Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, les municipales, un retour en chiffres sur ces élections avec Frédéric Lorenzon. On va s'intéresser au coût financier de cet exercice démocratique dans le département. On part également au château de Kerjan à Saint-Vouguet à la découverte de la nouvelle exposition, un événement gastronomique où les anecdotes culinaires sont nombreuses. Et à la fin de ce journal, ce vendredi, c'est la journée du sommeil. Quelques conseils pour bien dormir. Merci à tous de nous suivre. Vous êtes dans le journal du vendredi 28 mars 2014. Et pour ouvrir cette édition, les municipales, et avant de parler du coût de cette campagne avec Frédéric Lorenzon, on fait le point sur les différents chiffres du second tour. Combien de communes vont revoter ce dimanche et combien de nouvelles listes ont été déposées en préfecture du Finistère? Réponse. Dimanche, il va de nouveau falloir se rendre aux urnes. Mais certains sont dispensés de leurs devoirs citoyens. 220 communes ont déjà trouvé leurs représentants à la mairie. Pour ce second tour, il reste en lice 40 communes de plus de 1000 habitants et 23 communes de moins de 1000 habitants. Côté liste, le second tour amène toujours son lot de désistements et d'alliances. 103 listes ont de nouveau été déposées cette semaine en préfecture. Dans le Finistère, pour ce nouveau tour, il faut compter sur 19 duels, 19 triangulaires et 2 quadrangulaires à Camaret-sur-Mer et Moëlan-sur-Mer. Pour rappel, l'abstention dans le département a atteint les 34% pour ce premier tour des élections municipales, un chiffre légèrement inférieur en Bretagne, 32,74%. Mais c'est tout de même 4 points de plus qu'en 2008 à l'échelle régionale. Avec cette élection municipale, l'abstention atteint une nouvelle fois des records. Voilà. On reste dans les chiffres à 2 jours du second tour des élections municipales. Nous nous sommes intéressés aux dépenses des candidats finistériens. Imprimerie, réunion, location de salle, les dépenses des candidats se chiffrent en dizaines, voire en centaines de milliers d'euros. Mais ces budgets sont très encadrés. Frédéric, bonjour. Bonjour Julie. Alors, vous avez mis le nez dans les chiffres. Combien dépensent les candidats ? Alors les candidats ne dépensent pas ce qu'ils veulent. Le plafond des dépenses est fixé par le code électoral. Ils sont fonction de la population, ces plafonds. Et si les candidats dépassent ces limites fixées par les préfectures, l'élection peut être purement et simplement annulée. À titre d'exemple, les candidats de Brest ne peuvent pas dépasser pour ce scrutin 213 510 € très précisément. Et justement, puisqu'on parle des candidats de Brest, combien est-ce qu'ils ont dépensé, par exemple ? Alors, les 2 candidats présents au second tour des municipales à Brest ont dépensé 120 000 € pour l'un et 85 000 € pour l'autre. Des sommes financées à 90% par les candidats eux-mêmes. Ils ont donc souscrit des emprunts. Les équipes peuvent aussi recevoir des dons qui sont déductibles des impôts, mais uniquement des dons de particuliers. Les personnes morales, qui sont les entreprises ou les structures ou encore les administrations, n'ont pas le droit de financer des candidats. C'est interdit et leur financement donc dépend aussi des partis. Les partis politiques peuvent financer leurs représentants, mais le financement des partis politiques est lui-même soumis aux résultats électoraux. Donc on voit que la boucle est bouclée. Comment ces candidats utilisent ces sommes ? Et le plus gros poste des dépenses, c'est bien évidemment tout ce qui est imprimé, affiches, tracts diffusés sur les marchés. On a beaucoup vu ces dernières semaines, et surtout les professions de foi des candidats que vous recevez dans votre boîte aux lettres. Il y a aussi d'autres dépenses comme les locations de salles, par exemple, pour les meetings. Alors, pour que l'exercice démocratique se fasse dans l'égalité, l'État participe et justement, que rembourse l'État sur ces dépenses ? Alors, l'État, donc, on l'a dit, fixe un plafond de dépenses en fonction de la population. Le maximum de remboursement correspond très exactement à 47,5% de ce plafond, donc la moitié à peu près. Quelques exemples, l'État versera aux 2 candidats brestois dont on a parlé à l'instant, au maximum 101 417 €. À Fouesnant, la commune la plus proche du seuil limite des 9000 habitants, les candidats recevront, eux, au maximum 8 974 €. En gros, c'est quasiment 1 € par habitant.
Et comment est-ce qu'on fait dans les communes de moins de 1000 habitants puisqu'il n'y a pas d'aide? Eh bien là, c'est bien souvent la débrouille. J'ai appelé la commune de Trézy-Lidé, à côté de Morlaix. 211 électeurs inscrits. Il y avait une seule liste. Madame le maire, Daniel Philippe, qui s'est représentée et qui a été élue, m'a expliqué qu'elle avait dépensé 0 €. Pas d'affiche, pas de tract, juste un bulletin de vote affiché avec le nom des 11 candidats. Ce sont eux-mêmes qui ont distribué les programmes et les propagandes dans les boîtes aux lettres de la commune. Et alors rapidement, Frédéric Lorenzon, combien coûte une élection à la collectivité? Combien ça nous coûte, hein. Il y a Exactement. d'abord les remboursements des candidats, on vient d'en parler, et dans le Finistère, selon la grille établie par la préfecture, on pourrait atteindre environ 480 000 € de remboursement. Et puis l'État aide aussi financièrement et directement les finances des communes pour organiser ces élections. Donc 10 centimes d'euros par électeur, plus 44,73 €, c'est très précis, par bureau de vote. Au total, il y a 820 bureaux de vote dans le Finistère. J'ai fait mes calculs, on vient de le voir, on devrait à peu près tangenter 590 000 € pour cette élection. Eh bien, merci Frédéric Lorenzon pour tous ces chiffres. On va changer de sujet maintenant et direction le château de Kerjan à Saint-Vouguet. Ce samedi, une toute nouvelle exposition ouvre ses portes sous son titre Humeur gourmande. C'est une invitation à découvrir l'alimentation des élites de la Renaissance. Sophie Lecroisier et David Louis s'y sont glissés avant l'ouverture. Une batterie de cuisine en cuivre et terre cuite, des légumes oubliés. Dans son exposition temporaire, le château de Kerjan plonge le visiteur au cœur des pratiques culinaires de la Renaissance. Avec une volonté, faire participer le public aux humeurs gourmandes de l'époque, expérience auditive, olfactive et tactile garantie. Souvent, on a une image assez négative de nos ancêtres et en réalité, il y avait vraiment une codification des manières de table qui existait dès l'époque. Et donc, ce qui nous a paru assez drôle, c'est de présenter cette bonne manière en étant obligé de ne pas respecter les bonnes manières, justement. Donc, par exemple, dans ces gobelets, on peut entendre des citations d'Érasme, donc Érasme qui avait écrit un traité des bonnes manières au XVIe siècle. Le repas de la Renaissance est marqué par l'apparition du livre imprimé et l'arrivée de nouveaux produits. Le dindon, par exemple, est très prisé au XVIe siècle grâce à la découverte des États-Unis. Toutes ces trouvailles sont vectrices d'innovations culinaires qui inspirent encore la gastronomie française contemporaine. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on mange le melon en entrée et on l'accompagne souvent de Porto et de jambon sec. Et là, c'est directement un héritage de la Renaissance et des principes diététiques de l'époque, puisque on considère que certains produits sont nocifs. Le melon, par exemple, il est particulièrement humide et froid. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à digérer. Donc, il faut le cuire avec des produits plus chauds. L'exposition Humeur gourmande est à voir au château de Kerjan jusqu'au 9 novembre. Ce vendredi, c'était la journée du sommeil, entre le matelas qu'il faut bien choisir et les activités qu'il vaut mieux éviter avant de s'endormir. Xavier Patrijon a enquêté pour nous sur ce besoin quotidien. Le sommeil est l'une des fonctions vitales de l'être humain. Il lui faut entre 7 et 8 heures de sommeil par jour et pour bien dormir, il faut déjà un bon lit. Le degré de fermeté qu'il recherche, savoir la taille du matelas, la taille de sa pièce un petit peu pour cibler correctement le choix. C'est au cas par cas. L'idée reçue de prendre un matelas ferme, c'est vraiment une idée reçue. Une fois le lit choisi, reste à trouver le sommeil et quand c'est compliqué, direction le centre du sommeil. Il y en a un, notamment à Brest. Les deux plaintes essentielles, c'est l'insomnie et la somnolence. On est passé en 30 ans d'un âge moyen, je dirais de 60 ans, à un âge moyen maintenant qui serait plutôt proche de 40, et avec en particulier une augmentation importante de consultation des adolescents et voire même des préadolescents. Pour le docteur, pas de miracle, il faut tout d'abord respecter ses besoins. Tout ce qui est interactif, l'ordinateur avec les jeux, le téléphone avec les textos, etc. Non, il y a un moment, il faut savoir, pour dormir, il faut décrocher de tout ça. On a vraiment un rythme veille-sommeil qui est génétiquement déterminé. Donc, par exemple, la majorité des individus est programmée pour dormir entre 23h et 7h du matin, mais il y a encore un moment dans l'après-midi, entre 13h et 16h, où il y a un petit pic de somnolence.
Et d'ailleurs, il y a des entreprises qui l'ont bien compris. Ici, dans cette start-up à Guipava, à 2 pas des bureaux, place au baby-foot et au canapé. Après avoir passé plusieurs heures les yeux rivés sur un écran, c'est là où on vient un petit peu s'aérer la tête. De dormir ici, ça a dû m'arriver une fois, c'était plus sur le canapé pour le coup que sur le hall. Je trouve beaucoup plus confortable que cela. Pour résumer, il faut respecter son sommeil. Dans la chambre, seuls les câlins et le dodo sont autorisés, et c'est le médecin qui le dit. Enfin, le sommeil pour les plus jeunes, c'est encore et heureusement qu'une histoire de douce mélodie. Et d'ailleurs, ce week-end, on perd 1 heure de sommeil, on passe à l'heure d'été. Il va falloir avancer nos montres dans la nuit de samedi à dimanche et ne pas louper l'heure justement pour regarder à 19h50 notre soirée électorale pour tout savoir sur le second tour des élections municipales. Merci à tous de nous avoir suivis. Le lundi, vous retrouverez Frédéric Lorenzon à cette même place. Excellente soirée et bon week-end sur TBO.